Dans l'actualité des idées aujourd'hui, faut-il réformer la police? Et comment lutter contre les violences policières? Après un an de controverses lors des manifestations des Gilets jaunes, la police et la doctrine de maintien de l'ordre ont retrouvé la une de l'actualité ces dernières semaines. Pont-Neuf, à Paris, 18e arrondissement, à 2 reprises, des contrôles de police et des refus d'obtempérer ont débouché sur des homicides et relancé le débat sur l'usage proportionné de la force et la légitime défense. Incident aussi au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions. Que s'est-il passé? La question est encore posée. Avec nous, 2 avocats, maître William Bourdon, avocat au barreau de Paris auprès de la Cour pénale internationale, fondateur de l'association Sherpa, et maître Vincent Brengart, avocat également au barreau de Paris, co-auteur l'an dernier de Revendiquons le droit à la désobéissance. Ils publient tous 2 Violences policières, le devoir de réagir. Ce devoir dont nous allons parler aujourd'hui, dans quel sens l'entend-il? Ce texte paraît dans la collection Tract chez Gallimard et il vise à revenir sur le déroulé de certaines affaires qui mettent en lumière des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire et policier, à proposer aussi des solutions. Bonjour à vous, maître Bourdon. Bonjour. Et bonjour, maître Brengart. Bonjour. Vous co-signez donc ce tract ensemble, sobrement intitulé Violence policière. Qu'est-ce que vous entendez derrière ce mot? Qu'appelez-vous violence policière? Que regroupe-t-il pour les hommes de droit que vous êtes, maître Bourdon? Alors, je vais répondre non pas par une pirouette, mais par une allusion à ce qu'avait dit Emmanuel Macron quand il avait été interrogé sur le terme de violence policière. Il avait répondu assez sèchement en disant « Moi, je n'accepte pas ce mot, enfin, je ne trahis pas sa pensée, mais si ça vous fait plaisir, etc. » Bon, tout ça pour rappeler que on peut difficilement évoquer la notion de violence policière si en miroir on n'évoque pas ce sur quoi on va revenir, évidemment, le déni de l'existence des violences policières. Les violences policières, c'est des violences qui dépassent le cadre de la violence légale, de la violence légitime, qui est celle qui fait partie des prérogatives de l'État, défendre l'État, défendre les citoyens, c'est assumer dans le cadre de la loi une violence légitime. Les violences policières, ce sont donc les violences illégitimes, hors les cadres fixés par la loi, et le plus souvent des violences qui sont considérées comme dénuées de proportionnalité entre les exigences attachées aux missions conférées aux forces de police, évidemment des missions d'ordre public, et les gestes utilisés, les moyens utilisés, éventuellement des grenades. C'est ce décalage entre ce qui doit être l'ambition des forces de police, c'est-à-dire sécuriser un espace public, prévenir des violences, les éviter et évidemment y répondre, et puis une disproportion dans la réaction, ça fabrique des violences illégitimes, ça fabrique des violences policières. Vous avez défendu dans votre cabinet des militants, des lanceurs d'alerte. Est-ce que ce court-essai, ce cri d'alarme tel que vous le qualifiez l'un et l'autre, part aussi d'un constat motivé, c'est-à-dire de témoignages, d'une réalité de terrain qui serait remontée jusqu'à vous à travers des affaires que vous avez pu défendre, maître Brengart? C'est précisément la plus-value de cet ouvrage, c'est-à-dire que nous avons essayé précisément de pouvoir mettre à profit notre expérience de praticien en matière de droit pénal et de défense de victimes de ces violences, que ce soit d'ailleurs au moment du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi avant, avec certains notamment jeunes de banlieue qui pouvaient déjà être frappés par ces violences, même si elles étaient un peu plus invisibles qu'elles ne le sont devenues avec les mouvements sociaux. C'est aussi le cas avec un certain nombre de familles, dont la famille de Seydou Chouvia, donc ce chauffeur-livreur qui a trouvé la mort donc, par asphyxie. Donc ce que nous avons vraiment cherché à établir, c'est non seulement évidemment une dénonciation, si je puis dire, politique dans l'usage qui peut être fait de cette force policière et de la violence policière, mais c'est surtout aussi dénoncer un ensemble de dysfonctionnements dont nous avons été témoins dans la manière dont ces violences peuvent non seulement émerger, mais surtout être prises en charge par l'appareil judiciaire. Et ce dont on se rend compte dans un ensemble de dossiers que nous traitons, c'est qu'il y a bien souvent une forme de réticence presque structurelle à voir non seulement des enquêtes indépendantes, diligentées sur les faits de violence policière, et qu'il est parfois encore plus difficile d'obtenir que des gendarmes, des policiers aient à rendre des comptes devant nos juridictions. Donc en fait,
c'est à la fois, évidemment, il y a un parti pris, parce que le parti pris, c'est celui de l'alerte, mais un parti pris, en fait, qui est fondé sur une expérience, qui est fondé sur des exemples extrêmement concrets, qui doivent aussi amener le débat, ne serait-ce que pour des personnes aussi qui ne seraient pas forcément convaincues, qui ne seraient pas forcément sensibilisées à cette matière, en prenant différents exemples qui permettent de voir qu'à minima, eh bien, il y a un dysfonctionnement de la part de l'appareil judiciaire. Et pourquoi ce manque de débouchés? Parce qu'on a quand même, on est dans des situations où on a souvent un individu ou des individus face à une institution, vous diriez ça? Ce sont des individus face à une institution. Je pense que déjà, alors, il faut distinguer évidemment les Il y a une différentes... disproportion. Il y a une disproportion, il y a différents types de violences. Il y a les violences qui peuvent survenir par exemple à l'occasion de contrôle ou d'interpellation policière dans un cadre judiciaire. Et il y a les violences qui surviennent aussi dans un cadre qui est celui du maintien de l'ordre public. Et on se rend compte, nous, à travers l'expérience qu'on a notamment dans la gestion de l'ordre public, que la réticence de la part de la justice est d'autant plus forte que ce maintien de l'ordre public obéit aussi à des règles et obéit à des instructions qui sont données par un pouvoir qui est un pouvoir exécutif et donc étatique. Donc même si la justice est censée être indépendante, elle peine malgré tout à réagir lorsqu'elle est face à des instructions qui peuvent, encore une fois, être données par le pouvoir politique. Voilà, et on s'en rend compte dans les dernières affaires. On a aussi une institution qui fait corps dans des affaires où des violences policières sont avancées, évoquées, pour répondre aussi médiatiquement, à travers notamment ces syndicats, ces représentants, ou sa hiérarchie. C'est intéressant aussi de parler de cet accès aux médias sur toutes ces affaires, parce que vous racontez aussi combien les voix des quartiers populaires, des cités, sont parvenues jusqu'à vous, mais parviennent rarement à l'opinion publique. Vous dites que les quartiers sont des laboratoires de pratiques illégitimes systématiques. Vous vous appuyez sur quoi, Maître Bourdon, pour dire ça? C'est un ressenti ou on a des chiffres, on a des faits concrets? Le ressenti, il y a une part de subjectivité dont il faut par définition se méfier, surtout quand on écrit un livre qu'on a voulu, c'est important de le dire, équilibré. Enfin, c'est un tract, mais c'est pas un pamphlet. Et je le dis parce que c'est important, l'attention de ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on met quand même en miroir constamment l'aggravation de ce sentiment d'intranquillité, d'insécurité des citoyens, cette perte de confiance, ces souffrances illégitimes, en écho à ces violences illégitimes, mais en miroir aussi avec un sentiment aussi de souffrance et de maltraitance et de mal-vivre des policiers. Donc le règlement, le devoir de réagir implique une appréhension globale, holistique de l'ensemble des causalités à l'origine de cette maladie française. Les laboratoires que vous évoquez, les cités ont été le lieu des grandes bavures policières depuis 30-40 ans. Pour des tas de raisons sociologiques, urbaines, géographiques, les médias, relayés parfois par des avocats, nous avons été saisis de dossiers de bavures policières où les policiers, dans ces conditions de travail parfois très difficiles, se sont rendus coupables d'abus de pouvoir sur des jeunes de banlieue qui y ont vu là, évidemment, l'expression supplémentaire d'une forme de mépris dans lequel ils se sentent vis-à-vis de la République. Ça ne les exonère pas, évidemment, des comportements inciviques ou illégaux qui peuvent exister dans les cités. Ce qui est très important, c'est que depuis 2-3 ans, pourquoi ce tract ? Pourquoi une telle alerte de la part des grandes institutions françaises ? Parce que aggravation, dites-vous. Pas simplement parce qu'aggravation, mais parce que universalisation. C'est-à-dire qu'on est passé des violences policières qui étaient dans l'esprit d'une partie de l'opinion publique cantonnées à des bavures un peu, je vais vite, tout le monde me comprend, de la racaille, enfin en tous les cas des gens qui d'une façon ou d'une autre le méritaient bien ou en tous les cas prenaient bien des risques, de sorte qu'ils n'avaient pas trop à s'émouvoir de faire l'objet de violences de la part des policiers. Universalisation parce que les violences policières sont rentrées dans Paris. Elles sont rentrées dans Paris à travers ce dont a été témoin les citoyens français, c'est-à-dire les très graves mutilations, les yeux éborgnés, un taux de violence extrême commis pendant la crise des Gilets jaunes, avec des statistiques absolument effrayantes, et
Vincent l'évoquait tout à l'heure, la mort de Cédric Chouviat, pont de Bir Hakeim, petit livreur parisien standard avec lequel tout le monde peut s'identifier, qui crie « j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe » 6 ou 7 fois. Et donc, les citoyens ont eu le sentiment nouveau que finalement personne, quel que soit son statut, sa position sociale, ne pouvait être à l'abri d'un abus de pouvoir des policiers. C'est cette identification avec ce sous-jacent d'universalisation qui fait que, pour partie, certains parlementaires se sont emparés du dossier des violences policières, que la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'en est emparée, que le Conseil de l'Europe s'en est ému, que des institutions internationales s'en sont émues. C'est devenu un grand sujet d'intérêt public qui n'était pas encore il y a 5 ou 7 ans. Cette ambiance et la montée de ce discours aussi sécuritaire, vous semblez le situer aux années 2015, aux attentats et aux lois qui ont suivi, des lois antiterroristes qui ont commencé à poser un nouveau cadre, un cadre global, plus sécuritaire, dans lequel la pandémie a suivi ensuite, restrictif aussi ce cadre-là de nos libertés, qui a permis peut-être cette montée d'un discours sécuritaire qui n'existait pas auparavant. Alors, les politiques dans ce pays ont une responsabilité œcuménique terrible dans cette logique de déni et dans cette logique de mésestimation de la gravité de ce qui est devenu trop systémique en France, les violences policières. Et ils ont une responsabilité politique historique parce que, sans doute pour essayer de masquer leurs propres insuffisances ou leur propre impuissance à répondre aux grands besoins liés au malaise social et aux fractures qui traversent notre pays, ils ont fait des questions sécuritaires l'alpha et l'oméga de leur discours public, dans une espèce de surenchère aussi nauséeuse que démagogique. Et si on rajoute à ça le fait que des discours transgressifs dans la bouche de ceux qui devraient être exemplaires ont contribué à décomplexer et désinhiber des passages à l'acte, des paroles de haine, cet ensemble de causalités ont contribué effectivement à ce qu'un certain nombre de policiers, se sentant de plus en plus protégés par la hiérarchie, lâchent la bride et se sentent légitimes à commettre des violences qui, dans d'autres temps, auraient été perçues peut-être comme plus illégitimes. Évidemment, la banalisation de l'état d'exception, état d'urgence terrorisme, état d'urgence sanitaire, militarisation de l'espace public, banalisation d'un certain nombre de lois dérogatoires par rapport au droit commun. Ce paquet-là, cette constellation de causalité, explique là où on est aujourd'hui, dans un passif maintenant démocratique lourd, qui est maintenant sur la table et de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, et ils devront s'emparer de ce sujet, le plus tôt sera le mieux. Oui, alors ça a créé le cadre permettant le déni, à vous entendre l'un et l'autre. Si je reviens aux manifestations des Gilets jaunes, où un stade supplémentaire aurait été franchi, à vous entendre, on a quand même aussi beaucoup dit que dans l'échelle des violences, des deux côtés, un pas aurait été franchi. C'est-à-dire que face à des manifestations de plus en plus violentes, la police aurait eu recours à des méthodes de maintien de l'ordre de plus en plus dures. Déjà, ce qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que c'était un mouvement relativement inédit par son ampleur et par aussi ce qui a pu le diriger. Maintenant, il est difficile de comparer les éventuels faits de violence qui seraient survenus de la part des Gilets jaunes et de la force policière, ne serait-ce que parce qu'il y a une disproportion, une asymétrie dans la manière dont les uns et les autres ont pu exercer ces violences. J'entends par là que ce qui fait débat, et ce qui a fait débat au moment de ces mobilisations, et qui malheureusement devrait à nouveau être le cas à la rentrée prochaine, avec l'ensemble de lois qui devraient être votées par ce gouvernement, c'est déjà la généralisation des armes dites non létales. Et parmi ces armes non létales, donc vous avez la grenade GLIF-4, qui à un moment d'ailleurs était utilisée avant d'être suspendue, puis finalement réintroduite sous une forme un peu différente. Vous avez aussi le lanceur de balles de défense, et donc généralisation d'armes non létales avec une forme d'usage en plus qui est complètement décomplexée, dans le sens où c'est un policier, c'est un gendarme, ont le sentiment, précisément parce qu'elles sont non létales, qu'on pourrait les utiliser de façon presque systématique, et en tout cas de façon extrêmement régulière. Vous avez aussi l'utilisation des gaz lacrymogènes. Donc vous avez déjà
ce cadre-là, c'est-à-dire utilisation d'armes non létales, mais qui peuvent être des armes mutilantes avec les effets qu'on a pu voir. Et puis, vous avez aussi ce que nous décrivons dans le tract. Ce sont des choix politiques. Je t'en bats simplement, il y a la question des directives qui sont données par une autorité civile au moment des manifestations, en l'occurrence à Paris, le préfet de police, et choix politiques aussi dans la manière dont les incidents vont être gérés. Parce que on mentionnait par exemple le cas du pont de Sully, c'est-à-dire ces militants d'Extinction Rebellion qui avaient été, en tout cas, évacués de ce pont à coup d'utilisation massive de gaz lacrymogène, avec des images qui ont fait le tour du monde. Et puis par la suite, il y a eu de la part de ce même mouvement de nouvelles mobilisations, notamment à Châtelet, avec une utilisation tout à fait différente de la part de la police de ces armes non létales, précisément parce qu'il y avait une conscience de la disproportion qui avait pu survenir au pont de Sully, et disproportion qui était aggravée par l'utilisation médiatique qui en était faite et la large diffusion auprès d'un certain nombre de pays qui ont découvert la manière dont les manifestants pouvaient être traités par la police dans un pays qui se revendique comme étant à la pointe de la défense des droits de l'homme. Alors vous avez plusieurs fois employé l'un et l'autre le mot politique, aussi de choix politiques. Vous avez parlé de cette loi qui devrait être, de ce projet de loi qui devrait être voté à la rentrée par la majorité. Si cette majorité-là, en fait, est reconduite dans les urnes, et on est en pleine élection législative entre les deux tours, donc nous verrons. Mais justement, il y a un clivage aujourd'hui autour de cette question de la police. Faut-il la réformer d'ailleurs ou pas, et une polémique autour des termes de Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader de la NUPES aujourd'hui, autour de ce terme « la police tue ». Au-delà de ces mots, Jean-Luc Mélenchon appelle à changer la doctrine d'usage de la force de police. Est-ce que pour vous c'est un problème de doctrine, ce qui se passe en ce moment, ou ce sont des défaillances humaines, une succession de défaillances humaines, éventuellement ? Il y a sans toute vraisemblance un problème de doctrine. Dans ce que nous décrivons, il y a d'autres pays qui pratiquent notamment des politiques et des doctrines de désescalade. Ce n'est pas le choix qui a été fait par les autorités françaises, qui sont plutôt aborder les choses à travers une approche de confrontation. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec aussi la technique des NAS, qui a été déclarée illégale par le Conseil d'État. La technique des NAS qui consiste à regrouper un ensemble de manifestants, et donc ce qui peut avoir pour effet d'augmenter les tensions. Donc il y a une question évidemment de doctrine, il y a une question d'ailleurs non seulement de doctrine, et puis aussi d'utilisation de certaines techniques policières, et ça avait été le cas pour Cédric Chouviat, où il y a toutes les interrogations sur la technique de la clé d'étranglement. Donc il y a vraiment un débat sur les techniques en elles-mêmes, sur les armes qui sont utilisées par la police et qui doit avoir lieu. Et simplement pour terminer là-dessus, c'est que ce qu'on peut regretter en tout cas, c'est parfois la politisation un peu outrancière du débat sur les violences policières. C'est-à-dire que ça participe en fait à accroître les clivages entre ceux qui finalement vont être les défenseurs généraux de la police et gendarmes, mais ceux parfois, quelles que soient les circonstances et quels que soient les faits, et puis une frange un peu marginale qui serait dans une opposition totale à la police ou à la gendarmerie, et qui heureusement est minoritaire. Et c'est pour ça aussi que nous avons écrit ce tract, c'est-à-dire que c'est pas une opposition frontale. D'ailleurs, parfois on lit les commentaires, on lit de penser qu'on serait anti-police et anti-gendarmerie, ce qui n'a strictement aucun sens. C'est de se dire tout simplement qu'en fait on a vu des cas encore trop nombreux en ce moment de refus d'obtempérer, aussi le Stade de France, probablement qu'on en parlera tout à l'heure, et qui doivent amener une profonde réflexion sur la manière dont, encore une fois, la police aujourd'hui agit sur le territoire. Un mot sur cette polarisation, Maître Bourdon, cette polarisation du débat, sur les termes de cette polarisation justement, et après on va effectivement revenir sur la dite affaire du Stade de France, si vous voulez. Alors, la polarisation, je ne vais pas commenter les éléments de langage de tel ou tel homme politique. Un mot sur en quoi elle masquerait les vrais termes, ce qui serait pour vous les vrais termes du débat, ce qui devrait être les vrais termes du débat? Il y a un certain nombre d'hommes politiques dans ce pays qui ont pris position pour essayer de revitaliser un vrai débat démocratique devant l'opinion publique, pour prendre à bras le corps cette question des violences policières. Il y a même un homme qui a été interpellé, qui après avoir dit il faut mettre un terme à l'ensauvagement de notre pays, Gérald Darmanin, et le même qui sans émotion particulière va dire, pressé par des parlementaires, ça a été une grave erreur de réduire la formation des policiers. Ça a été une très très grave erreur. Les policiers
en France, sont parmi les plus mal formés d'Europe. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire pour un jeune ou un moins jeune policier qui va en banlieue dans des situations extrêmement conflictuelles, difficiles, et dont le bagage technique, culturel est faible, avec une hiérarchie qui lui donne le sentiment qu'il est couvert de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais d'où ça vient, ce sentiment de la hiérarchie qui peuvent couvrir leurs subordonnés? Qui donne le là? C'est les politiques, c'est les ministères de l'Intérieur. Dans l'affaire Chouvien, la France entière a vu cette vidéo où ce jeune homme dit « j'étouffe ». Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers ont été suspendus? Est-ce qu'ils ont été suspendus? Non, ils n'ont pas été suspendus. En Allemagne, en Angleterre, au Danemark, au Canada, en Espagne, ils auraient été suspendus. Donc il y a cette logique, qui est une logique en même temps qui puise dans des origines très anciennes, et le temps, la temporalité nous manque pour en faire l'exégèse. Il y a cette logique qui tient au fait que les grands syndicats de police tiennent le ministère de l'Intérieur par ces 3 petits points. Et ça, c'est une réalité qui, évidemment, s'est dramatisée avec le fait que les syndicats de police, chauffés à blanc par les politiques, et qui votent, on le sait, aux 2 tiers pour partis d'extrême droite, sont capables d'exercer tous les chantages sur le ministère de l'Intérieur, ça c'est une réalité qu'il faut dire, sont dans le déni du déni, prennent des positions victimaires chaque fois qu'on leur demande des comptes, et pire encore, sont capables d'aller manifester place Vendôme ou à tel ou devant le Parlement, y compris avec M. Darmanin lui-même, quand il faut venir porter querelle sur des projets de loi ou sur des décisions politiques faisant fi de tous les principes de la séparation des pouvoirs. Donc oui, ce tract, il sonne le tocsin. L'heure est grave, l'heure est sérieuse. Et les événements après que les syndicats de police défendent les policiers, c'est un peu non, mais leur attendez, rôle. il y a mille façons de défendre les policiers, comme il y a mille façons de défendre les avocats quand on est des syndicats d'avocats. On n'est pas obligé de les défendre d'une façon totalement aveugle, hystérique et dans un corporatisme échevelé. Mais il y a un effet On peut corporation, aussi considérer que défendre un corps, c'est faire en sorte que ceux qui déshonorent ce corps, eh bien, fassent l'objet de sanctions adaptées, sans précipitation, mais avec toute la rigueur de la loi. Ça, c'est une maladie bien française. Vous avez raison de le dire, chère madame, qui n'est pas le monopole des policiers. Voilà, mais au-delà de ça, vous le dites, il y a un problème de formation des policiers, il y a peut-être immense. aussi un problème de doctrine aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à vous lire et à entendre les différentes actualités, on a le sentiment la France a aussi quand même un problème, notamment avec ses contrôles d'identité. Où est la singularité française dans tout ça par rapport à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à nos voisins européens? Est-ce qu'il y en a eu une vraiment? Alors oui, il y a plusieurs particularismes français. Celui qu'évoquait Vincent, vous savez, il y a quelques années, on entendait les hommes politiques qui gargarisaient, notamment M. Castagnère, un peu imprudemment, sur le fait que la doctrine, le schéma de maintien de l'ordre à la française était un schéma d'excellence, et qu'au fond, les pays de la planète nous l'enviaient. Bon, non seulement les pays ne nous l'envient pas, mais Erdogan et Poutine font leur miel quand ils voient les images des violences policières, pour dire vous n'allez pas nous faire la leçon avec les images que vous renvoyez au monde entier. Je dis ça parce que c'est important de le dire. Le caractère systémique et le fait que se sont universalisés grâce aux images dans l'immédiateté cathodique ces violences policières, c'est quelque chose qui a meurtri le drapeau du message universel français. C'est important de le dire. Donc, les violences policières aujourd'hui demandent, pour répondre à ce devoir de réagir, un courage politique qui ne semble pas être une vertu très bien partagée chez les politiques de ce pays. Le schéma de maintien de l'ordre doit être évidemment revu. Il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Je vous rappelle, parce qu'on ne l'a pas évoqué, que M. Darmanin avait lancé les travaux, souvenez-vous, pas Grenelle, mais les travaux de Beauvau l'année dernière, à grand renfort d'images spectacles, de rodomontades. Qu'est-ce qu'il en a sorti? Quasiment rien. Donc, la réalité, c'est qu'il faudrait prendre à bras-le-corps cette question, et c'est passe évidemment par s'inspirer des modèles européens qui font la preuve d'une capacité de médiation, de dialogue avec les manifestants, et donc l'économie de blessés, et aussi l'économie de plus de défiance entre les citoyens et les policiers. En compagnie, ce midi, dans cette grande table des idées, de l'avocat maître William Bourdon et de son confrère, l'avocat maître Vincent Brengart, tous deux auteurs d'un tract chez Gallimard, Violence policière, le devoir de réagir. Alors,
réagir. Comment, justement, face aux images qui nous sont arrivées du Stade de France? Que s'est-il passé? Beaucoup évoquent aussi le ratage pour la police aujourd'hui française dans cette affaire et les incidents qui en ont découlé. Je vous propose qu'on écoute les mots du préfet Didier Lallement. Face à une crise d'ampleur, dans un contexte dégradé et difficile, nous avons fait en sorte que le match se tienne et surtout qu'il n'y ait aucun blessé grave et aucun mort. Pour diminuer la pression de la foule sur les grilles et les tourniquets, il fallait faire reculer les gens. Nous avons donc demandé aux gens de reculer. Et force est de constater qu'il ne s'est rien passé. Alors, nous avons utilisé, et je l'assume également complètement, du gaz lacrymogène, seul moyen à notre connaissance policière pour faire reculer une foule, sauf à la charger. J'ai bien conscience qu'en ce faisant, ont été gazées des personnes de bonne foi. J'en suis totalement désolé au nom de la préfecture de police, et je le redis, il n'y avait malheureusement pas d'autre moyen. Hey, I've got a ticket! I've got a ticket! Sauf à la charger. Voilà, c'est un montage de ses propos avec l'ambiance de ce soir-là des supporters anglais, notamment aux abords du Stade de France. On était le 28 mai, lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Et on entend là le préfet de police de Paris, Didier Lallement, s'expliquer lors de son audition devant le Sénat pour tenter de donner sa version des incidents qui ont eu lieu ce jour-là. Il a aussi reconnu à l'évidence un échec, ce sont ses mots, en référence aux personnes bousculées ou agressées sur les incidents qui ont pu avoir lieu à ce moment-là. Alors, que s'est-il passé? Qu'en sait-on un peu plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a là typiquement juste un exemple de mauvaise organisation du maintien de l'ordre autour de cet événement? Ou est-ce qu'on peut reprendre aussi les mots du maire de Liverpool, puisqu'on était dans le comparatif, et on peut aussi parler d'une police qui a eu la main très lourde ce jour-là? Déjà, ce qu'on peut observer, c'est déjà que Didier Lallement reconnaît un échec et pour autant, il est toujours en fonction. Donc c'est quand même déjà surprenant d'avoir des fonctionnaires qui reconnaissent une responsabilité mais qui n'en tirent pas toutes les conséquences. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que évidemment que la gestion de l'ordre public, c'est quelque chose de complexe, multifactoriel. Il ne s'agit pas ici de donner des leçons à ce qui aurait pu être fait ou à ce qui aurait dû être fait. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est pas la première fois qu'en France est organisé un événement d'une telle ampleur. C'est pas la première fois qu'un pays européen organise une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a eu à l'évidence un problème d'anticipation de la part des autorités publiques sur la manière dont cet incident, enfin dont cet événement a été géré par les forces de l'ordre. Donc on est manifestement dans un cas où soit parce que des informations non fiables auraient été données, soit parce qu'il y aurait eu un manque de préparation qui a conduit précisément à ce qu'on voit les incidents qui ont pu être documentés par un certain nombre de vidéos et par un certain nombre de journalistes également qui étaient présents. Mais en plus, c'est d'autant plus grave que ce sont des incidents qui surviennent après ce que nous avons dit, notamment dans le cas des manifestations des Gilets jaunes, donc avec une anticipation qui aurait d'autant plus être forte que déjà les pouvoirs publics, dans la manière dont ils peuvent gérer cette mobilisation sur la voie publique, ont fait la démonstration de carence, ont fait la démonstration d'insuffisance. Donc c'est pas comme si on était face à quelque chose de complètement exceptionnel, à la fois par l'ampleur et à la fois par la nature de l'événement qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a véritablement un travail d'introspection de la part des pouvoirs publics à faire, travail d'introspection auquel pour l'instant ils se refusent totalement, et par conséquent plus ils se refuseront au travail d'introspection, plus on peut penser que de tels événements malheureusement vont survenir dans les mois à venir de façon répétée. Voilà, et on peut rappeler que c'était le même préfet, Didier Lallement, qui était en poste au moment aussi des manifestations des Gilets jaunes, d'où cette continuité aussi entre ces deux séquences ou événements que vous avez évoqués l'un et l'autre, Maître Brengart et Maître Bourdon. Qu'est-ce qu'il faut revoir urgemment selon vous? Alors, d'abord, il faut que le discours politique change. Il faut que la parole publique change. Demain, je ne veux pas être mauvaise Cassandre, mais demain, il y aura d'autres violences policières. Demain, c'est un pays, je ne sais pas moi qui le dit, il y a beaucoup d'observateurs qui le commandent chaque jour. Il y a une marmite sociale, la rentrée prochainement.
On l'a vu à travers le vote, l'expression d'une grande colère citoyenne, sociale. Tout ça va provoquer des formes d'expression publique dans la rue. Et donc, il va y avoir là un épisode extrêmement important. Est-ce que les pouvoirs publics vont continuer à agir comme ils ont agi pendant la crise des Gilets jaunes, ou est-ce qu'on va déjà ajuster à l'occasion des grandes manifestations qui se préparent pour la rentrée, c'est-à-dire faire ce que les polices de bien d'autres pays font, un travail en amont d'anticipation, et ça s'appelle un travail de prévention, qui n'est pas du tout dans l'ADN des missions policières. Est-ce qu'on va être dans une logique beaucoup plus de dialogue, de médiation, de désescalade? Il faut urgemment, ça c'est du court terme, et c'est des mesures qui peuvent être prises très vite. Il y a évidemment les mesures de long terme, la révision du schéma national de maintien d'ordre à la française, qui est bien écorné, reprendre totalement le programme de formation des policiers et des gendarmes pour leur donner les outils culturels, linguistiques qui leur permettent d'appréhender des situations de plus en plus complexes, et puis mesurer aussi le mal-être des policiers. Il y a eu une explosion du taux de suicide avec parfois sur le lieu de travail des policiers et des gendarmes. On s'occupe d'ailleurs avec Vincent Brigard de dossiers absolument dramatiques. Le ministère de l'Intérieur devrait se pencher un peu plus sur ce mal-être social des policiers et des gendarmes qui ne le fait, parce qu'en le faisant, ça serait une forme de réponse, dans une pluralité de réponses, aux difficultés aujourd'hui que connaît ce pays. Donc, il va y avoir des tests dans les prochains mois, à la mesure d'une chronique de grandes manifestations annoncées, et peut-être de notamment sur la réforme des retraites, probablement aussi. Donc il va y avoir des tests. Mais c'est pour ça que c'est important. Vous dites qu'il faut rétablir maintenant aussi le lien de confiance entre les Français et leur police. Et il faut quand même rappeler aussi ce que vous faites, que la police est aussi là pour protéger nos libertés. Elle ne devrait pas être perçue comme étant une menace pour certaines libertés, et notamment la liberté de se rassembler et la liberté de manifester. Absolument, elle est là pour assurer ça, gardien de la paix, gardien de la paix. Tout est dit. Moi, on n'est pas du tout heureux, à l'occasion de la rédaction de ce tract et de la rencontre avec toute une série de familles éplorées, endeuillées parfois, de mesurer, non pas le gouffre, parce qu'on ne peut pas non plus dramatiser et sombrer dans des surenchères, mais quelque chose qui s'est creusé dans le lien de confiance entre la police. Souvenez-vous, après Charlie Hebdo, cette espèce de consensus national, la police française était légitimement glorifiée et célébrée. Et il y a des policiers en interne qui en souffrent. Nous rencontrons des policiers qui souffrent de la démagogie de leurs syndicats et qui sont même parfois ostracisés et écartés. Souvenez-vous, ce grand lanceur d'alerte à la préfecture de police de Paris qui avait lancé l'alerte sur une attitude de discrimination, raciste, d'insulte à l'égard de ceux qui sont placés pendant des heures dans le dépôt à Paris dans des conditions de vétusteté qui ont été dénoncées vainement et maintes fois. Il a été blacklisté, il a fait l'objet d'une sanction alors qu'il aurait dû être célébré. Voilà, donc il faut ouvrir prestamment un vrai Grenelle en fait, et penser à comment rétablir ce lien de confiance. C'est ce qui est au cœur de votre tract. Maître Bourdon, Maître Brengart, violence policière avec des S, le devoir de réagir, le tract apparu chez Gallimard. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à toute l'équipe de la Grande Table. Merci. Merci à vous. Merci à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des idées. Merci beaucoup à Henri Leblanc pour la Grande Table culture du jour. Aujourd'hui, c'était Thomas Beau à la réalisation avec Pierre Faucillon à la technique. France Culture, l'esprit d'ouverture.